En moins de 48 heures et sur à peine 600 km², une région réputée dépendante a inversé tout un récit stratégique. Là où l'on pensait que seule l'intervention de puissances étrangères pouvait sauver le Sahel, une offensive locale a pris tout le monde de court. Que signifie vraiment pour ceux qui regardent de loin le choix d'Ibrahim Traoré de définir lui-même le champ de bataille au lieu de le subir ? Dans la poussière du désert, ce glissement silencieux annonce un Sahel qui ne quémande plus la protection d'autrui, mais revendique enfin sa propre place dans le monde. La promesse implicite de cette séquence sahélienne repose sur une idée simple. Si une région longtemps perçue comme dépendante peut inverser le rapport de force en quelques jours, alors le cadre stratégique qui la définissait doit être repensé. Au-delà de l'exploit militaire, l'enjeu principal concerne la possibilité d'un Sahel capable d'agir sans intermédiaire, d'assumer seul la protection de son territoire et de reconstruire des institutions que des années d'ingérence avaient fragilisées. Cette perspective, une autonomie réellement opérationnelle, constitue le bénéfice central évoqué dès les premiers signaux de changement. Un micro-hook apparaît cependant. Si cette autonomie est désormais envisageable, comment garantir qu'elle ne reste pas une parenthèse liée à un moment d'unité exceptionnel entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger ? Derrière l'optimisme prudent, un risque demeure, celui de voir la cohésion régionale s'éroder une fois l'urgence dissipée. La question se pose donc avec insistance. La transformation née sur le champ de bataille peut-elle durer assez longtemps pour remodeler durablement la gouvernance du Sahel ? Une opération décisive a eu lieu le 2 octobre 2025 dans le désert sahélien, marquant un changement majeur dans la manière dont la région conçoit la guerre et l'autonomie stratégique. Cette offensive ne répondait pas seulement à une agression, elle redéfinissait la logique même des opérations militaires menées jusqu'alors dans le Sahel. En réunissant des forces régionales, en installant des réseaux de communication locaux et en intégrant l'usage des technologies directement gérées sur place, l'initiative mettait fin à la dépendance envers les ressources extérieures. Dès les premières heures, les Alliés ont neutralisé les lignes de communication adverses, provoquant une démoralisation rapide et une perte de coordination parmi les forces ennemies. Cette dynamique s'inscrit dans un contexte plus large, où, pendant des décennies, le Sahel a servi de terrain à des stratégies étrangères dont les résultats se sont avérés limités. Les villages touchés par les conflits successifs sont restés fragiles et exposés, tandis que les populations peinaient à entrevoir une amélioration durable. Avant l'offensive, la région était généralement décrite comme dépendante des puissances extérieures, que ce soit pour la sécurité ou les opérations d'envergure. Le constat des années précédentes avait été celui d'une fragmentation institutionnelle et d'une absence de contrôle total sur les moyens militaires. L'évolution s'est accélérée lorsque les États impliqués, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont mis en place une stratégie combinant technologie locale et connaissance du terrain. L'objectif était de garantir une indépendance décisionnelle dans la conduite des opérations. Cette approche, d'abord considérée comme ambitieuse, a été rendue possible par l'intégration de drones assemblés à Niamey et Bamako, ainsi que par des réseaux de communication conçus pour fonctionner sans relais extérieur. L'offensive qui en a découlé a démontré que des capacités locales pouvaient produire des effets rapides et coordonnés, modifiant profondément la perception de la vulnérabilité régionale et montrant que le Sahel pouvait agir selon ses propres priorités opérationnelles. Le rôle joué par Ibrahim Traoré dans cette phase initiale repose sur une logique qui dépasse la seule dimension militaire. Le portrait présenté dans les événements précédents montre un dirigeant dont l'expérience, les échecs passés et la méfiance envers les solutions venues de l'extérieur ont façonné une stratégie centrée sur l'autonomie. Cette orientation apparaît clairement dans la réunion tenue à Ouagadougou, dans une salle dépouillée où Traoré s'adresse à ses officiers sans emphase ni discours prestigieux. Une phrase unique, « Si nous pouvons partager la douleur, nous pouvons partager le commandement », résume l'esprit recherché. Un appel à l'unité forgée dans les difficultés et la nécessité d'assumer ensemble la conduite des opérations. Les premiers effets de cette approche se sont manifestés quelques jours plus tard. Les anciennes méthodes d'intervention, largement dépendantes de forces étrangères, ont été progressivement remplacées par des dispositifs conçus localement.
Les communications ont été sécurisées par des réseaux internes, tandis que des drones assemblés au Niger et au Mali ont commencé à être testés dans le cadre d'une stratégie plus large de souveraineté technologique. Cette évolution ne représentait pas seulement une innovation opérationnelle, elle constituait un signe tangible de transformation pour des armées qui cherchaient à reprendre le contrôle de leurs capacités. Dans le campement proche de la frontière nigérienne où débute l'offensive du 4 octobre 2025, Traoré observe des écrans imparfaits entourés d'officiers venus des 3 pays de l'Alliance. Aucun intervenant extérieur n'est présent, aucune supervision étrangère n'est évoquée. La mission est simple, définir eux-mêmes le champ de bataille. Un point à ça. Le décollage des premiers drones et le lancement de l'offensive quelques minutes plus tard montrent comment ces choix initiaux ont produit des effets immédiats sur la coordination et la précision des frappes. Le 4 octobre 2025 marque un tournant stratégique pour la région du Sahel, avec le début de l'opération Tindiban, une offensive qui, en moins de 48 heures, allait déstabiliser un ennemi apparemment invincible. L'opération a débuté dans un campement situé près de la frontière nigérienne, un lieu de passage symbolique pour la coordination des forces sahéliennes. Là, Ibrahim Traoré et ses officiers observent les premiers écrans de surveillance, encore défectueux, mais déjà prêts à jouer un rôle crucial dans la gestion de l'opération. Cette image d'un camp de fortune, éclairé par une lumière tamisée, montre un contraste saisissant entre l'humilité de la préparation et la portée de l'action à venir. À 4h30, les premiers drones décollent et l'offensive est lancée. La précision des frappes, combinée à l'efficacité des unités blindées et des troupes au sol, crée un choc stratégique. Les motos ennemies sont anéanties en un clin d'œil, les dépôts de carburant détruits et les camps de commandement réduits à néant. Ce n'est pas seulement une victoire militaire, mais un changement de paradigme. Ce sont des forces locales réunies autour d'un objectif commun qui mènent cette guerre selon leurs propres termes. Cette autonomie d'action, rendue possible par les efforts de Traoré et de ses alliés, se révèle être un facteur de succès déterminant. Les impacts de l'offensive se font sentir presque immédiatement sur le terrain. En moins de 48 heures, les alliés du Sahel ont neutralisé plus de 120 positions ennemies, couvrant une zone de près de 600 km/h. Ces chiffres, bien qu'impressionnants, ne sont que la partie visible de l'iceberg. L'opération a non seulement mis en lumière la capacité d'adaptation rapide des forces locales, mais elle a aussi révélé l'intégration parfaite des technologies locales. Les drones, assemblés au Niger et au Mali, ont non seulement frappé avec une précision chirurgicale, mais ont également permis une prise de décision instantanée, réduisant le temps de réaction de manière significative. À la différence des interventions étrangères, qui auraient nécessité plusieurs semaines de préparation, l'Alliance des États du Sahel a été en mesure de répondre en seulement 72 heures, soit une réduction du temps de réponse d'environ 4 fois par rapport aux standards internationaux. Ce gain de temps a eu des répercussions directes sur le coût opérationnel et l'efficacité des frappes. Les pertes humaines ont été remarquablement faibles, avec moins de 3% de pertes civiles, un taux exceptionnellement bas pour une offensive de cette envergure. Cette efficacité a été rendue possible par une coordination sans faille entre les systèmes de communication locaux, les drones maliens et les blindés nigériens. Contrairement aux missions internationales, qui nécessitent souvent des coordonnations complexes et des déploiements logistiques de grande envergure, l'Alliance du Sahel a agi de manière agile et fluide. Cette réactivité a permis de maintenir une pression constante sur l'ennemi, l'empêchant de se regrouper ou de riposter de manière coordonnée. Cependant, cette démonstration de force n'a pas été sans conséquence. Le succès de l'opération a également suscité des critiques, notamment de la part des analystes militaires étrangers. Certains ont pointé du doigt le risque de militarisation excessive de la région, tandis que d'autres s'inquiétaient des implications politiques d'une telle autonomie régionale. Ces critiques, bien que valables, négligent un aspect crucial, l'échec des approches internationales précédentes et la nécessité d'une réponse endogène face à la crise sahélienne. Les chiffres de l'opération Tindiban racontent une histoire frappante. En moins de 48 heures, l'Alliance des États du Sahel a neutralisé plus de 120 positions ennemies, couvrant une zone de près de 600 km². Ces chiffres, d'abord difficiles à croire, ont été corroborés par des observateurs indépendants
présents à Bamako et Niamey qui ont confirmé la rapidité et la précision de l'offensive. Mais les statistiques ne racontent qu'une partie de l'histoire. En effet, la véritable force de cette opération réside dans la manière dont ces résultats ont été obtenus. L'un des éléments les plus frappants de l'opération a été l'efficacité de la coordination entre les différents acteurs impliqués. Les systèmes de drones et de surveillance du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont fonctionné de manière intégrée, permettant des frappes chirurgicales en temps réel. Les drones maliens ont joué un rôle essentiel dans la collecte de renseignements et dans la gestion des frappes, tandis que les unités blindées nigériennes ont avancé rapidement pour occuper les positions stratégiques. Le taux de perte humaine a également été un indicateur clé de l'efficacité de l'opération. Moins de 3% de pertes civiles ont été enregistrées, ce qui est remarquable pour une offensive de cette envergure. En comparaison, les missions internationales auraient probablement eu un coût humain bien plus élevé, non seulement en termes de pertes civiles, mais aussi en raison des risques logistiques liés à la mobilisation de forces extérieures. L'une des plus grandes réussites de cette offensive a été la réduction significative du temps de réponse. Là où des forces étrangères auraient mis plusieurs semaines à déployer une opération similaire, l'Alliance des États du Sahel a réagi en seulement 72 heures. Ce gain de temps a permis d'éviter l'effet de saturation et de maintenir la pression sur l'ennemi, empêchant toute récupération significative. La rapidité d'exécution a également permis de minimiser les coûts opérationnels qui ont été réduits de moitié par rapport à ceux d'une mission internationale classique. Les systèmes de communication locaux, qui ont été mis en place avant l'offensive, ont également joué un rôle central dans la gestion de cette rapidité. Contrairement aux opérations internationales, où les communications sont souvent complexes et dépendent de multiples relais externes, les réseaux locaux ont permis une fluidité dans la prise de décision. Cette indépendance des forces sahéliennes vis-à-vis des infrastructures étrangères a été un facteur crucial dans la réussite de l'opération. La précision des frappes a été un autre élément clé. Les drones, assemblés localement à Niamey et Bamako, ont non seulement effectué des vols d'essai avant l'opération, mais ont également permis de frapper des cibles avec une précision impressionnante. Les frappes ont été effectuées sans recourir aux technologies de haute technologie occidentale, prouvant que le Sahel pouvait se défendre par ses propres moyens. Enfin, l'une des grandes leçons tirées de l'opération Tindiban est l'efficacité d'une approche endogène. Plutôt que de compter sur des puissances extérieures, l'Alliance du Sahel a utilisé des ressources locales pour créer une stratégie militaire qui répondait aux besoins de la région. Cette autonomie, tant dans la prise de décision que dans les moyens technologiques, a permis de surmonter les défis logistiques et opérationnels qui auraient autrement rendu l'intervention beaucoup plus complexe. Les critiques adressées à l'opération Tindiban se sont rapidement multipliées, en particulier parmi les observateurs étrangers qui voyaient dans cette offensive un risque de militarisation accrue du Sahel. Une première inquiétude reposait sur l'idée que la région, en se dotant d'une capacité militaire autonome, pouvait glisser vers une gouvernance trop centralisée et dépendante des forces armées. Certains analystes soulignaient que cette montée en puissance opérationnelle pourrait conduire à une concentration de pouvoir difficile à équilibrer dans un contexte déjà fragile. Ces préoccupations s'appuyaient sur les tensions politiques récurrentes et l'historique d'instabilité institutionnelle dans plusieurs États de la région. Un second point de critique portait sur l'avenir de la cohésion interne de l'Alliance des États du Sahel. Les divergences politiques entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger étaient bien connues, et plusieurs voix craignaient que l'initiative d'Ibrahim Traoré, malgré son efficacité militaire, ne finisse par accentuer des fractures latentes. Selon ces critiques, une alliance forgée dans l'urgence pourrait rencontrer des difficultés lorsque les impératifs militaires laisseraient place aux défis politiques, administratifs ou économiques. Les mises en garde évoquaient notamment le risque de voir les priorités nationales diverger après la fin de l'opération. Cependant, les éléments factuels contenus dans les événements rapportés montrent que ces critiques négligeaient une dimension essentielle, l'échec des approches étrangères précédentes. Pendant des décennies, les interventions extérieures n'ont pas permis d'installer une stabilité durable, laissant les populations dans une situation de précarité persistante.
L'initiative menée localement ne s'inscrivait donc pas dans une logique de surenchère militaire, mais répondait à la nécessité de compenser des décennies de dépendance inefficace. L'analyse présentée dans le récit souligne que cette réponse n'était ni idéologique ni doctrinale, mais pragmatique. Face à l'absence de résultats des solutions importées, les États des États du Sahel avaient dû réévaluer leur stratégie. Au cœur de l'offensive, un moment particulier a marqué une rupture symbolique et opérationnelle. Le premier vol, au-dessus du Sahel, de drones fabriqués localement. Bien que cet événement puisse sembler strictement technique, il est présenté comme un tournant profond dans la manière dont la région conçoit sa défense. Ces drones, conçus par des ingénieurs du Sahel et adaptés aux besoins du terrain, ont offert une précision remarquable dans la conduite des frappes. Leur utilisation allait au-delà de la performance militaire. Elle démontrait que la région possédait désormais les moyens techniques pour assurer elle-même sa sécurité. Cette autonomie technologique modifiait le rapport de force. La capacité de produire localement les outils nécessaires à la surveillance et aux opérations militaires représentait une forme de souveraineté nouvelle dans un contexte où les armées avaient longtemps dépendu de systèmes conçus et fournis par des acteurs extérieurs. Les drones devenaient ainsi un symbole de transformation autant technique que politique, en montrant que le Sahel pouvait maîtriser ses propres outils de défense. Ce moment révélateur illustrait aussi une dynamique plus large, l'apparition d'un modèle capable de combiner adaptation locale, rapidité de mise en œuvre et réduction de la dépendance extérieure. Les conséquences de l'opération Tindiban ont été multiples et se sont fait sentir dès les premières heures suivant la victoire militaire. Sur le plan strictement opérationnel, l'Alliance des États du Sahel a imposé une défaite décisive à l'ennemi en éliminant les principaux points de résistance en moins de 48 heures. Cette rapidité a affirmé la capacité des forces locales à mener une offensive cohérente sans soutien extérieur, ce qui marquait une rupture nette avec les décennies de dépendance envers des puissances étrangères. Cette autonomie militaire a immédiatement été perçue comme un changement majeur dans la manière dont la région se positionnait face aux menaces. Du point de vue des populations, les effets se sont manifestés de manière encore plus tangible. Dans les villages du Sahel, autrefois marqués par les ruines laissées par les conflits successifs, des signes de retour à la vie ont commencé à apparaître. Les habitants, longtemps contraints à l'exil ou confinés dans la peur, ont commencé à revenir dans leur foyer. Cette dynamique de retour des déplacés signalait une amélioration du niveau de sécurité, mais aussi une récupération symbolique de la dignité perdue au fil des années. La victoire militaire agissait ainsi comme un catalyseur d'un renouveau social et psychologique. Sur le plan diplomatique, les répercussions ont été immédiates. Certains partenaires étrangers ont critiqué la démarche, mais d'autres ont commencé à réviser leur position. Les sanctions imposées auparavant ont commencé à être allégées, ouvrant la voie à une normalisation progressive des relations. Le fait que le Sahel ait prouvé sa capacité à se défendre de manière autonome a forcé certains acteurs internationaux à considérer différemment leurs relations avec la région. Ce changement ne résultait pas d'un jeu d'alliance, mais plutôt de la reconnaissance d'une nouvelle réalité, celle d'un Sahel capable de définir ses priorités et d'agir en fonction de ses propres contraintes. Les retombées internes ne se limitaient pas à la sécurité. La victoire a eu un impact profond sur la manière dont la région se percevait elle-même. Jusqu'alors, les pays du Sahel étaient souvent perçus comme des acteurs passifs de leur propre histoire, dépendant de décisions extérieures. L'opération Tindiban a inversé cette perception en montrant que les décisions prises localement pouvaient produire des résultats rapides et durables. Cette évolution a également renforcé le sentiment d'unité entre les pays impliqués, qui avaient appris à coordonner leur stratégie autour d'un objectif commun. Enfin, cette victoire a ouvert un espace de réflexion sur la possibilité d'un modèle régional fondé sur l'autonomie. Les transformations observées depuis l'offensive montraient qu'il était possible pour les pays du Sahel de surmonter les défis hérités des interventions étrangères. Les actions menées sur le terrain révélaient une capacité accrue à mener des projets de reconstruction, à assurer la sécurité et à éviter de se reposer sur des solutions extérieures.
Cette dynamique ne représentait pas une simple réaction à un événement ponctuel, mais un mouvement plus profond, révélateur d'une volonté de reprendre le contrôle des trajectoires politiques et sociales de la région. Le récit présente 3 trajectoires envisageables pour les mois qui suivent l'opération Tindiban, chacune fondée sur les éléments déjà décrits et sur les dynamiques internes de l'Alliance des États du Sahel. La première trajectoire, considérée comme le scénario de base, repose sur la consolidation progressive de l'alliance entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Selon cette perspective, l'unité militaire qui a permis l'offensive pourrait se renforcer, notamment par une coopération élargie dans des domaines comme la cybersécurité ou les infrastructures. Les tensions internes demeureraient présentes, mais elles seraient atténuées par un leadership pragmatique capable de maintenir un équilibre entre souveraineté et coordination régionale. Le second scénario, plus optimiste, envisage une extension de l'exemple donné par l'Alliance du Sahel à d'autres pays africains. Inspiré par l'efficacité de l'opération Tindiban et par la démonstration d'autonomie régionale, plusieurs nations pourraient adopter des approches similaires fondées sur la souveraineté et la coopération sud-sud. Cette dynamique favoriserait l'émergence de partenariats régionaux dans des domaines variés, notamment la technologie de défense et les infrastructures locales. Une normalisation plus large des relations internationales pourrait alors apparaître, avec un allègement progressif des sanctions imposées auparavant. Le troisième scénario, considéré comme le plus défavorable, souligne les risques pouvant fragiliser l'alliance des États du Sahel. Une fracture politique pourrait surgir en raison des divergences entre les États membres, compromettant la coordination acquise pendant l'offensive. Des campagnes de désinformation, internes ou externes, pourrait également affaiblir la cohésion régionale. Dans cette configuration, les partenaires économiques hésiteraient à s'engager durablement, et la victoire de Tindiban risquerait de perdre son impact, se réduisant à un épisode isolé dans un contexte de tensions persistantes. Cette perspective met en avant la nécessité d'une vigilance constante pour préserver la stabilité obtenue. Ces 3 trajectoires ne constituent pas des prédictions, mais reflètent les orientations déjà présentes dans le récit et structurées par les réactions politiques, sociales et régionales observées après l'offensive. L'impact de la victoire de l'opération Tindiban a dépassé la dimension strictement militaire et a profondément marqué les populations du Sahel. Dans les villages autrefois réduits à des ruines par les conflits successifs, les habitants ont commencé à percevoir des signes tangibles d'amélioration. Là où la peur structurait le quotidien depuis des années, une forme de soulagement est apparue. Les déplacés, qui avaient quitté leur foyer pour chercher refuge ailleurs, ont entamé un retour progressif vers leur village. Ce mouvement ne traduisait pas seulement une amélioration de la sécurité, mais aussi une reconquête symbolique de la dignité perdue. La victoire a également contribué à raviver un sentiment collectif longtemps affaibli. À Ouagadougou, les rues ont vu réapparaître des manifestations de joie, les marchés ont rouvert, les drapeaux ont de nouveau flotté et une atmosphère de confiance prudente s'est installée. Pour de nombreux jeunes, ce moment représentait un modèle d'espoir. Ils y voyaient la preuve qu'une région souvent décrite comme dépendante pouvait reprendre l'initiative et construire de nouvelles perspectives. Cette dynamique a encouragé l'apparition de projets tournés vers l'innovation, notamment dans des domaines comme la cybersécurité ou l'agriculture. L'impact psychologique s'est révélé tout aussi notable. Après des années marquées par les interventions étrangères et l'incertitude, la victoire a permis de restaurer une forme de maîtrise collective du destin régional. Les habitants ont commencé à percevoir qu'ils n'étaient plus simplement les témoins des événements, mais des acteurs capables d'influencer leur environnement. Cette transformation n'a pas effacé les difficultés persistantes, mais elle a ouvert un espace où le sentiment de résilience, souvent mis à l'épreuve, pouvait se réaffirmer. Ainsi, l'opération Tindiban a laissé une empreinte profonde sur les communautés locales, en réveillant des attentes et en revalorisant la perception que la région avait d'elle-même. Ibrahim Traoré, après l'opération Tindiban, a présenté un plan en 5 étapes pour pérenniser la victoire et consolider la souveraineté du Sahel. Cette feuille de route visait à transformer la région en une entité capable de répondre aux défis futurs sans recourir à des solutions extérieures. La première étape consistait à renforcer la défense nationale par la création d'académies militaires communes entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger.
L'objectif était de former une nouvelle génération de militaires autonomes capables de penser indépendamment des stratégies importées. Cette initiative visait à garantir une défense locale et à éviter toute dépendance future à des acteurs étrangers. La deuxième étape était axée sur la sécurité économique. Traoré proposait de transformer les anciens champs de bataille en couloirs agricoles, permettant ainsi de renforcer l'autosuffisance alimentaire. Ce projet aurait également créé des emplois et réduit les tensions sociales en offrant aux populations une alternative à l'extrême pauvreté et à l'instabilité. La troisième étape portait sur le contrôle technologique. L'objectif était de développer des réseaux de drones, de systèmes de surveillance et de communication produits localement afin de garantir l'indépendance vis-à-vis des ressources extérieures. Cette haute autonomie technologique, qui s'était déjà illustrée lors de l'opération Tindiban, était un pilier essentiel pour la défense et la sécurité future de la région. La quatrième étape prévoyait de renforcer la coopération régionale à travers des programmes d'échanges civils et culturels. Cela visait à renforcer la confiance entre les États voisins et à réduire les méfiances historiques qui avaient entravé la collaboration régionale. Enfin, la cinquième étape proposait la création d'un conseil permanent de l'Alliance des États du Sahel, destiné à coordonner les actions diplomatiques, les infrastructures et la gestion des crises. Cette structure garantirait une prise de décision autonome et coordonnée à long terme. Après la victoire de l'opération Tindiban, Ibrahim Traoré est retourné sur les lieux où les forces ennemies avaient été vaincues. Le récit décrit ce moment comme une scène simple mais chargée de signification. Traoré s'agenouille dans le sable, pose sa main au sol et prononce la phrase. Le lion se souvient. Ce geste, bien que sobre, est devenu un symbole pour les habitants du Sahel, rappelant la résilience et la mémoire collective d'une région longtemps marquée par les conflits. Cette image d'un dirigeant debout dans la poussière, son uniforme recouvert de traces de terrain, renforce l'idée d'un lien direct entre les populations et ceux qui mènent les opérations sur le terrain. À ses côtés, un enfant portant un drapeau incarne une génération nouvelle, témoin d'un moment où le Sahel affirme sa capacité à se relever sans soutien extérieur. Ce contraste entre la dureté du champ de bataille et l'espoir que représente la présence de cet enfant traduit la portée symbolique de l'événement. Le texte insiste sur le fait que cette victoire dépasse le domaine militaire. Elle est décrite comme une renaissance culturelle, sociale et psychologique, marquant une réappropriation du destin régional par ceux qui y vivent. Le récit conclut en soulignant que les événements du Sahel ne représentent pas seulement un tournant militaire, mais un changement profond dans la manière dont la région se définit. L'exemple donné par l'opération Tindiban sert d'illustration à une idée plus large, la possibilité pour un peuple ou une région de déterminer son propre cadre d'action sans attendre l'intervention extérieure. Selon cette perspective, la dynamique enclenchée n'est pas limitée au Sahel. Elle pourrait devenir une source de réflexion pour d'autres nations confrontées à des défis similaires. Le texte met en avant que le Sahel ne cherche plus simplement à survivre aux crises successives, mais à redéfinir sa place dans le monde. Cette transformation est faite et présentée comme un processus collectif fondé sur la volonté, la coordination locale et la capacité à agir selon ses propres priorités. La conclusion invite à réfléchir à ce que pourrait signifier, dans un contexte plus large, le choix de définir son propre champ de bataille, non pas au sens militaire, mais comme affirmation d'une autonomie et d'une responsabilité propre.